Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo sur l'Écosse et notamment sur ma préparation pour ce voyage et sur l'équipement que j'avais contre la pluie. Vous m'avez vu arriver donc avec ma petite cape de pluie qui est vraiment très légère, elle fait dans les 200 grammes, qui devant s'arrête ici. En fait c'était pour l'été. Je l'avais acheté pour le GR20 où je portais surtout un short et j'avais même une sorte de jupe de pluie confectionnée dans une vieille cape de pluie et je m'en suis très peu servie. Mais j'aime bien cette cape de pluie parce qu'elle protège quand même le sac à dos, les bretelles et donc elle va bien en complément avec ma Gore-Tex et un pantalon de pluie pour des pluies importantes. Par exemple en hiver quand j'ai un pantalon qui pourrait être trempé et des chaussures aussi que je ne veux pas mouiller. Alors qu'en été j'ai mes sandales et mon short en cas de pluie et ça me dérange moins si c'est mouillé parce que ça va sécher de toute manière. Donc j'avais cette cape de pluie, j'avais ma Gore-Tex ou équivalent et j'avais un pantalon de pluie. C'était la première fois que j'en utilisais un et c'était vraiment très pratique. Ce que j'ai bien aimé avec ce pantalon, c'est que il s'ouvre complètement, donc pour l'enlever c'est facile, pour le remettre aussi. Il a des poches et il se serre au niveau des chevilles et ça permet de ne pas emporter de guêtres parce que ça tient bien. Je pense qu'en hiver, dans la neige aussi, ça peut être utile. Et je pense que maintenant, en mi-saison, je vais aussi l'emmener pour des voyages où je sais qu'il va pleuvoir. Voilà, j'avais également une casquette avec visière parce que comme je porte des lunettes, les gouttelettes sur les lunettes, c'est pas pratique. Donc ça, c'est pas mal, mais en fait, avec la Gore-Tex, il y a une bonne visière et la casquette n'était pas utile. Pour protéger mes affaires de la pluie, j'avais également, comme d'habitude, des sacs imperméables, notamment pour mon duvet, mes affaires électroniques et puis mes rechanges et mes doudounes, histoire d'avoir toujours du sec. Mais mon sac a été humide mais n'a jamais été trempé à travers. Il y avait aussi, en plus de la protection cape de pluie, il y avait aussi la protection, la rain cover du sac. J'avais des chaussures imperméables qui m'ont fait énormément transpirer les pieds. Donc en fait, savoir si c'est utile d'avoir des chaussures imperméables ou pas, pour moi, c'était compliqué. En été, je m'en sors parce que j'ai les sandales, plus les chaussures non imperméables, mais qui sont très légères. Et donc ça me permet d'utiliser les deux. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que j'ai encore à améliorer. Parce que là, oui, bon, vous savez, les dégâts que fait l'humidité pour les pieds, notamment pour l'odeur et puis pour la fragilité ensuite, la création de frottements, tout ça. Pour la pluie, c'est très utile d'avoir des sacs en plastique type sac poubelle pour emballer soit la tente qui est mouillée, soit la couverture de survie que je mets en dessous, ou juste la cape de pluie. Il y a de la 4G sur pratiquement tout le trajet. Donc ça c'est très pratique, on peut toujours communiquer avec le monde. Bon, dans un sens on ne se sent pas vraiment coupé du monde non plus, mais enfin vu l'austérité des paysages parfois, des fois c'était agréable de se savoir relier malgré tout. C'est un sentier qui est vraiment très abordable parce que les étapes sont modulables. En fait, sur mon livre, il était donné de 8 à 13 étapes, donc on peut vraiment faire des étapes courtes entre camping, hôtel, hébergement en dortoir, à la belle saison, parce que là, c'est pour moi, fin mars, début avril, il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, notamment les campings, donc l'hébergement le moins cher. Sachant qu'il n'est pas si peu cher. Dans les 17 livres, la nuit en camping, ce qui est quand même pas donné. Le sentier est très bien tracé, c'est facile. En fait, il y a presque 15 sentiers. C'est pas comme en France où on peut se perdre entre les différents GR, les PR et toutes les traces possibles dans toutes les couleurs possibles. Donc, il y a des petites pancartes régulièrement. Le sentier n'est pas technique en lui-même, il y a juste une petite partie sur le bord de Loch Lomond qui est un peu plus alpine avec des rochers, ça monte, ça descend, mais voilà, rien d'exceptionnel. Il y a peu de dénivelé, en fait le point le plus haut est à 550 mètres, mais il faut savoir qu'on est quand même vraiment plus au nord qu'en France, et donc à 300 mètres on a l'impression d'être à 2000 mètres.
notamment en hiver où il peut neiger, mais je crois qu'en été aussi il peut neiger. Et puis niveau végétation par exemple. Il y a de l'eau partout, donc ce qui permet de ne pas emporter énormément d'eau si vous avez un filtre, et c'est bien d'avoir un filtre parce qu'il y a aussi beaucoup de moutons, donc pour la pollution de l'eau, c'est important d'avoir de quoi purifier l'eau. Je transportais 1 litre et en fait le soir je pouvais remplir mes 2 litres avant d'aller me coucher et de manger n'importe où, parce que vraiment il y a des petits courants d'eau partout et des lacs aussi. Ça c'est pratique. Ce qui est moins pratique, c'est que pour planter la tente, des fois on est dans des tourbières sur des kilomètres et des kilomètres et il n'y a pas d'endroit sec où planter sa tente. Donc là, il faut bien repérer les morceaux, les parties où il y a de l'herbe et où c'est pas trop spongieux. En termes de cartes, j'avais une application anglaise, OS Maps, qui permet de télécharger les cartes hors réseau au 1/25 millième. Donc cette application, elle est payante, mais c'est un ami anglais qui me l'a prêtée. Sinon, vous pouvez acheter des cartes de tout le parcours, mais c'est moins précis, c'est au 1/40 millième, je crois. Bon, il y a toutes les étapes de marquer, le ravitaillement possible, donc c'est assez pratique aussi. Une fois que vous arrivez à Fort William, il est possible de prendre le train pour rentrer à Glasgow, et inversement, si vous partez de Fort William, donc vous allez vers le sud, et que vous arrivez à Glasgow, bon bah à Glasgow il y a tout ce qu'il faut, et Mulgai, on y accède en train, donc c'est vraiment pas compliqué. Oui, j'avais emmené mon panneau solaire, mais en fait c'était pas franchement utile, on peut charger à peu près partout dans les bars, les pubs rencontrés en chemin. Il y en a juste un où je suis rentrée et là il demandait de payer pour recharger son équipement, donc ça je trouve ça vraiment pas cool. Et j'avais de toute manière ma batterie externe. Donc ce pub c'est la Rovers ou Drovers Inn, presque à mi-parcours. Ah oui, vous êtes en Angleterre, donc les prises sont évidemment pas comme les nôtres, donc il faut bien penser à amener un adaptateur. Il y a ces endroits où à partir de mars, au bord du Loch Lomond, on n'a pas le droit de bivouaquer n'importe où. Il faut soit réserver son emplacement, c'est 4 livres. Il faut s'y prendre un peu à l'avance parce qu'en été, il y a beaucoup de monde et que c'est tout plein. Même moi, j'avais l'impression que c'était déjà tout réservé, alors qu'en fait, j'ai croisé personne. C'était assez étonnant. Et donc là, on doit bivouaquer dans des endroits dédiés. Des fois, il y a des toilettes, des fois pas. Et en fait, c'est une partie qui est pas très longue. Donc moi, j'ai bivouaqué juste avant et j'en suis sortie. J'ai bivouaqué après, comme ça, j'étais tranquille. Mais c'est bon à savoir. Pour laver ses fringues, eh ben, il y a beaucoup d'endroits où il y a des drying rooms, des pièces où on peut faire sécher ses affaires. Moi, j'ai découvert ça à Fort William, à l'auberge de jeunesse. Et donc, j'ai pu laver tout et faire sécher. Donc ça, c'était très pratique. Et je pense que dans certains campings, et puis en fait dans les hébergements faits pour les randonneurs, il y a de quoi faire sécher ses affaires. Ce qui est vraiment pratique et ce qu'on devrait peut-être inventer dans les campings en France. Sinon, ça sèche pas vraiment, quoi. Comme c'est humide et qu'il pleut beaucoup, j'ai pu laver mes chaussettes une fois dans un ruisseau. Et puis elles ont séché le jour où il a fait très beau, mais voilà, c'était un coup de chance. Et puis après, je les mettais vraiment dans mon sac de couchage pour qu'elles se déshumidifient avec ma chaleur corporelle. Mais bon, c'est parce qu'elles étaient déjà pré-séchées par le soleil. Quand il y a du vent, la tente, le duvet qui sont légèrement humides ou la tente qui est trempée, mais là ça va sécher plus rapidement, c'est bien. Mais il faut vraiment profiter de chaque moment de soleil que vous avez ou de chaque moment de sécheresse et de vent pour faire sécher vos affaires. Surtout le duvet en plume. D'ailleurs, si vous partez en été, c'est pas forcément utile d'avoir un duvet à moins 12 degrés confort comme le mien. Et vous pouvez partir avec un duvet en synthétique pour pas abîmer les plumes et tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire ou à faire des précisions si vous connaissez déjà ce trajet ou l'Écosse en général. Je pense que cet équipement peut s'appliquer à n'importe quel voyage axé plutôt rando en Écosse. Et peut-être partout, par toute saison en fait. Parce que même en été, je pense qu'il faut avoir du matériel chaud aussi, parce qu'il peut faire froid. Surtout si vous grimpez au sommet du Ben Nevis, mais un peu comme en montagne dans les Alpes de toute manière.
Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!